Après avoir vu la méthode de Lewis pour décrire la liaison chimique, on va maintenant passer à l'utilisation de la mécanique ondulatoire. Pourquoi utiliser la mécanique ondulatoire? Eh bien d'abord parce que c'est une méthode plus récente que la représentation somme toute très qualitative de Lewis, même si Lewis présente beaucoup d'intérêt, mais en revanche la mécanique ondulatoire nous permettra également de répondre à certaines questions pour lesquelles Lewis était impuissant. On fera donc une introduction à la méthode LCAO et puis on généralisera cela en considérant des molécules diatomiques de toutes sortes. Donc l'introduction à la méthode LCAO, ça consiste à dire que lorsqu'on a plusieurs atomes, c'est un système plus complexe que lorsqu'on a un seul atome. Ceci est assez évident, mais la question qui se pose, c'est comment va-t-on pouvoir passer des fonctions d'onde qu'on appelait orbitales atomiques dans le cas de l'atome, aux fonctions d'onde pour décrire le mouvement des électrons lorsqu'on a plusieurs atomes, c'est-à-dire lorsqu'on a une molécule. Eh bien, pour faire ce passage, on fera une combinaison linéaire des orbitales atomiques pour obtenir ce qu'on appelle des orbitales moléculaires, c'est-à-dire des fonctions d'onde qui décrivent le mouvement des électrons dans les molécules. Pour faire cette transformation des orbitales atomiques en orbitales moléculaires, eh bien, on devra respecter quelques règles. La première de ces règles, c'est de dire que on va obtenir deux orbitales moléculaires, deux OM, en prenant une orbitale atomique d'un atome et une orbitale atomique de l'autre atome lorsque les deux atomes sont liés. Donc les deux atomes mettent chacun une orbitale atomique, combinent linéairement ces deux orbitales atomiques et on obtient deux OM. Le nombre d'OA doit être égal au nombre d'OM, c'est une règle absolue. La deuxième chose, c'est que le niveau énergétique global des deux orbitales atomiques que l'on a mis en œuvre dans la combinaison linéaire des orbitales atomiques, eh bien, on va le retrouver pour les deux OM, sauf que les niveaux d'énergie des OM ne seront pas les mêmes que ceux des OA, mais le niveau énergétique global devra être conservé. Enfin, troisième chose, on devra respecter les règles qu'on a déjà eu l'occasion de rencontrer, le principe d'exclusion, principe de Pauli, dont on a vu que en réalité il permettait de dire qu'on avait un maximum de 2 électrons dans une orbitale atomique. Eh bien on va garder cette règle et dire qu'on a un maximum de 2 électrons dans une orbitale moléculaire. Par ailleurs, la règle de Hund nous disait que lorsque plusieurs orbitales atomiques sont au même niveau d'énergie, les électrons vont se répartir dans ces orbitales de manière à avoir leur spin parallèle. Eh bien, cette règle va rester valable pour les orbitales moléculaires. Une dernière chose qui ne figure pas dans la liste, qui figurerait dans les points de suspension, c'est le fait que les orbitales atomiques se remplissaient en commençant par celle qui avait la plus basse énergie, eh bien ça restera vrai pour les orbitales moléculaires. Les orbitales moléculaires qui se rempliront en premier sont celles qui ont la plus basse énergie. On va passer à une application simple de ceci avec la molécule H2. H2, c'est le système moléculaire le plus simple qui se puisse imaginer puisqu'on a deux atomes d'hydrogène et que les atomes d'hydrogène sont les atomes les plus simples que l'on puisse imaginer. Donc pour fabriquer H2, eh bien, on va combiner deux atomes d'hydrogène. Pour faire simple, H plus H donne H2. Pour chacun des atomes d'hydrogène, on a un seul électron. Cet électron dans l'état de base est décrit par l'orbital qui se trouve dans l'état 1s. On aura donc 1s pour cet atome d'hydrogène que j'appelle 1SEA et 1SB pour l'autre atome. Elles sont parfaitement équivalentes, parfaitement identiques, ces deux orbitales, mais il s'agit de différencier celle qui se rapporte à l'atome A de celle qui se rapporte à l'atome B. Et en réalité, ces deux orbitales atomiques, lorsqu'elles vont être combinées linéairement, elles vont donner deux orbitales moléculaires que je vais appeler sigma et sigma étoile, et la signification de ces notations sera vue un peu plus tard lorsqu'on saura un peu plus de choses sur les orbitales atomiques, sur les orbitales moléculaires. On va faire un diagramme énergétique concernant ce système, cette méthode. On va donc placer les deux atomes HEA et HB
à l'extérieur, comme ceci. On va représenter leurs orbitales atomiques, leur orbital atomique 1SEA pour HEA, 1SB pour HB, en précisant que chacune d'entre elles porte un électron. Lorsque cette opération, ici petite remarque, ce petit signe que j'ai choisi de façon totalement arbitraire, doit se lire combiné linéairement avec. C'est-à-dire que lorsqu'on a ceci, on dit 1SEA combiné linéairement avec 1SB. Eh bien, cette combinaison linéaire nous donne sigma et sigma étoile qui vont appartenir à H2. Sigma va être celle-ci, sigma étoile va être celle-ci. On voit donc que par rapport à 1SEA et 1SB qui sont au même niveau d'énergie, sigma est en dessous d'une certaine quantité et sigma étoile est au-dessus de la même quantité, ce qui fait que l'énergie globale de ces deux est bien égale à l'énergie globale de ces deux-là. La règle dont je vous ai parlé précédemment. Ce que je vous ai dit, c'est que quand les deux atomes HEA et HB se rapprochent, 1SEA et 1SB vont disparaître et laisser la place à sigma et sigma étoile. On peut également remarquer que les deux électrons qui étaient sur 1SEA et 1SB ne seront plus sur 1SEA et 1SB. Mais la règle qu'on a donnée, c'est que c'était les orbitales moléculaires de plus basse énergie qui allaient se remplir les premières. Donc sigma, qui est une orbitale moléculaire, peut contenir un maximum de 2 électrons. Et bien voilà comment se placent les 2 électrons. Les 2 électrons qui à l'origine étaient ici sont donc descendus de cette quantité d'énergie pour se retrouver ici. On retiendra de façon un petit peu annexe, sur laquelle on n'insistera pas beaucoup, que les 2 électrons ont bien effectivement vu leur niveau énergétique global diminuer, mais en revanche, ils sont couplés dans cette orbitale moléculaire. On détaillera ce problème-là lorsqu'on sera en deuxième année. La différence d'énergie donc est appelée delta E ici. On retrouve ce même delta E ici. Donc c'est bien ce que je vous ai dit auparavant. La perte d'énergie lorsqu'on passe des deux atomes isolés à la molécule H2 est donc due au passage de l'électron de 1SB sur sigma et de 1SEA sur sigma. La formation de liaison, donc, on peut le voir, se traduit par la migration d'électrons de 1SEA et 1SB vers sigma, qui est plus bas en termes d'énergie. On a donc, si on veut schématiser ceci, 1SEA avec un électron combiné linéairement avec 1SB avec un électron, va nous donner sigma 2 et sigma étoile 0. Le bilan énergétique est environ 2 delta E si, comme je vous l'ai mentionné précédemment, on ne prend pas en compte le rapprochement des électrons dans l'orbitale moléculaire. La formation de la liaison se traduit bien par une baisse de l'énergie des électrons, ce qui est une règle assez courante. Maintenant, on va essayer de passer à une autre molécule, c'est la molécule He2. La molécule He2 s'obtiendrait, vous voyez que j'emploie un conditionnel, en combinant 2 atomes d'hélium. Voilà, j'ai mis un point d'interrogation parce que je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. He2 en réalité n'existe pas comme on va le voir. On a toujours les 2 électrons de He qui sont décrits par l'orbital 1s, donc 1SEA avec 2 électrons, 1SB avec 2 électrons, et on aura toujours sigma et sigma étoile. On va pouvoir faire le diagramme énergétique. Cette fois-ci, je vous le présente directement. HEA avec 1SEA, HEB avec 1SB, HE2 avec sigma et sigma étoile. Au départ, on a 2 électrons sur 1SEA, 2 électrons sur 1SB. Lorsque ces électrons disparaissent parce que lorsque les cases qui les portent, c'est-à-dire 1SEA et 1SB disparaissent, les 4 électrons continuent à exister. Mais en revanche, ils vont occuper sigma, d'abord 2 électrons, et comme on en a 4, eh bien, ils vont occuper sigma et sigma étoile. Et donc, si on fait un bilan énergétique, on voit que 2 électrons sont passés du niveau 1s, ici ou ici, au niveau sigma,
mais que deux autres électrons sont passés du niveau 1s au niveau sigma étoile. Et donc, deux ont perdu de l'énergie et deux en ont gagné. Et les quantités d'énergie gagnées et perdues étant strictement identiques, le bilan énergétique est égal à 0. La question posée à ce moment-là, c'est la liaison se forme-t-elle? Eh bien, on va dire que non, puisqu'il n'y a aucune raison énergétique pour qu'elle se forme. Donc, ce que je redis ici, c'est que si He et 2 se formaient, on aurait un bilan énergétique égal à 0, ce qui, effectivement, se traduit par le fait qu'on ne forme pas de liaison. Et on va donc maintenant remarquer une chose. Lorsque des électrons passent de 1s sur sigma, ils abaissent l'énergie. Sigma est donc une orbitale moléculaire qui est responsable de la formation de liaisons. En revanche, lorsque les électrons vont sur sigma étoile, le passage sur sigma étoile compense exactement le passage sur sigma. Et donc on peut dire que le remplissage de sigma étoile annule le remplissage de sigma. Autant sigma était l'orbitale molaire liante, autant sigma étoile va être l'orbitale moléculaire antiliante puisque son remplissage se traduit par la cassure de la liaison éventuellement formée. On va maintenant définir l'ordre de liaison ou encore l'indice de liaison. Eh bien, dans He, on avait deux électrons qui voyaient leur énergie diminuer, on disait qu'il y avait une liaison. Dans He2, on avait un bilan énergétique 0 parce qu'il y avait deux électrons qui voyaient leur énergie diminuer, deux électrons qui voyaient leur énergie augmenter, ce qui revenait à dire qu'il y avait 0 liaison. Pour calculer l'indice ou l'ordre de liaison, on utilisera la formule I égale n moins n étoiles sur 2, dans laquelle n est le nombre d'électrons dans les orbitales moléculaires liantes et n étoiles le nombre d'électrons dans les orbitales moléculaires antiliantes. Ainsi, par exemple, dans H2, on avait 2 électrons sur sigma, 0 sur sigma étoile. La différence divisée par 2 nous fait 1. En revanche, pour He et 2, on avait 2 électrons sur sigma, 2 électrons sur sigma étoile, 2 moins 2, ça nous fait un ordre de liaison égal à 0. On va maintenant parler de la forme des orbitales moléculaires, même si ça n'est pas forcément la chose la plus importante. La chose la plus importante, ça va être la combinaison des orbitales atomiques et la façon dont ces orbitales atomiques s'enchaînent, et on le verra un tout petit peu plus tard. Donc, la forme des orbitales moléculaires découle de celle des orbitales atomiques qui les ont générées. Un SEA, c'est de symétrie sphérique, comme on a eu l'occasion de le voir déjà. Un SB, c'est aussi de symétrie sphérique. Les deux atomes sont loin l'un de l'autre. Ils vont se rapprocher. Là, j'ai imaginé que celui-là ne bougeait pas et que celui-là venait comme ceci. Eh bien, ceci va nous conduire. On peut remarquer que donc les deux hydrogènes s'approchent suivant un axe qui joint les centres des orbitales atomiques. Et donc, on va dire que ici, ceci c'est la forme de l'orbitale sigma liante. Alors j'ai mis sigma s puisqu'elle est obtenue à partir de deux orbitales s. Mais on aura aussi l'antiliante, et l'antiliante, vous voyez, va être constituée de deux lobes. Les noyaux sont ici, je les ai retrécis par rapport à là, mais ce sont bien des mêmes noyaux qu'il s'agit. Ces formes ne sont pas très importantes, ce qu'il est surtout important de retenir, c'est que, quelle que soit la façon dont on approche deux orbitales 1s, elles ont toujours en commun l'axe qui joint leur centre. On va maintenant passer à la deuxième partie, c'est-à-dire la généralisation de la méthode LCAO. On peut lier deux atomes de ligne supérieure. Pour l'instant, vous voyez, je n'ai mentionné que les atomes de la première ligne du tableau périodique, mais on peut imaginer qu'on lie des atomes qui appartiennent à la deuxième ligne. À ce moment-là, chaque atome va posséder plusieurs orbitales atomiques disponibles, qui seront pleines ou qui seront vides selon la valeur de la position de l'élément sur la deuxième ligne en question. Eh bien, on va les combiner par paires équivalentes. Par exemple, si on prend deux atomes X de la deuxième ligne, quelles sont les orbitales dont chacun dispose ?
On aura donc bien entendu XA plus XB donne X2 comme ceci, mais les orbitales dont il dispose, c'est 1 SEA, 2 SEA, 2 PXA, 2 PYA et 2 PZA pour l'atome A, et bien entendu l'équivalent, 1 SB, 2 SB, ainsi de suite, pour 2 PZB. Eh bien, si maintenant on combine linéairement 1 SEA avec 1 SB, on obtient quelque chose qui n'est pas intéressant parce que vous voyez que comme ce sont des atomes de la deuxième ligne, ceux-ci ne sont pas ceux-ci sont des atomes intérieurs, sont des électrons intérieurs et donc qui ne vont pas participer à la formation des liaisons. Donc ici on peut parler du fait que ça ne donne pas vraiment des orbitales moléculaires très intéressantes. En revanche, 2 SEA et 2 SB va nous donner sigma, que je vais appeler sigma 2s et sigma 2s étoile pour indiquer que eh bien, les deux orbitales moléculaires ainsi obtenues sont obtenues à partir des orbitales 2s et ces orbitales-là seront, ces orbitales moléculaires-là seront grosso modo les mêmes que celles que l'on avait avec sigma 1s et sigma 1s et sigma 1s étoile précédemment. En revanche, pour les trois autres, eh bien, là j'ai mis un point d'interrogation parce que on va devoir commencer par faire des considérations de nature géométrique sur ces trois orbitales-là, sur ces trois paires d'orbitales, pour voir qu'il y a des choses qui sont différentes avec les orbitales 2p qu'avec les orbitales 2s. Donc, les considérations géométriques vont être introduites. On regarde ici. On se rappelle que les orbitales P sont constituées chacune, il y a trois orbitales P, chacune constituée de deux lobes. Les bleus vont être horizontales et dans le plan de l'écran. Les vertes seront verticales et dans le plan de l'écran. Et celle-ci, donc, va être horizontale et perpendiculaire au plan de l'écran. Ainsi, on remarque que si on rapproche ces deux atomes, on va bien pouvoir aligner les bleus vont pouvoir s'aligner. En revanche, on voit bien que les vertes et les roses ne pourront pas être alignées. Ou si on choisissait d'aligner les roses, à ce moment-là, si on choisissait d'aligner les roses, ce seraient les vertes et les bleus qui ne pourraient pas être alignés entre elles. Donc, on retient ceci. On va pouvoir aligner certaines orbitales. Ici, dans le cas que j'ai choisi, c'est les bleus. Et les autres vont pouvoir se rapprocher en ayant finalement des axes parallèles. Eh bien, cette remarque-là nous permettra de définir deux types de rapprochement. D'abord, le rapprochement coaxial des orbitales atomiques de type P. Voilà, j'ai une orbitale atomique de type P sur cet atome. Je vais placer un deuxième atome avec une orbitale atomique de type P sur le même axe. Lorsqu'elles vont se rapprocher, eh bien cela va nous donner l'orbitale, puisque c'est coaxial, on va l'appeler également sigma, mais puisque c'est obtenu à partir d'orbitales atomiques de type P, on dira que c'est une OM de type sigma, obtenue avec des orbitales P, on la notera sigma P, et celle-ci c'est la liante. Mais bien entendu de l'autre côté, on aura la sigma P antiliante. Encore une fois, les formes des OM liantes et antiliantes ne sont pas essentielles. Ce qui est essentiel, c'est de remarquer que pour faire une liaison sigma, les deux orbitales atomiques de type P doivent se placer sur un même axe. Arbitrairement, on a choisi d'aligner les orbitales 2pz plutôt que 2px ou 2py, ce qui revient à dire que 2px et 2py ne peuvent plus être alignés, la 2pxa avec la 2pxb, la 2pya avec la 2pyb, elles ne peuvent pas être alignées. Tout ce qu'elles pourront faire, c'est être parallèles, et donc c'est ce que l'on va voir maintenant, rapprochement parallèle des OA. Cette fois-ci, on a donc une OA qui est verticale, comme ceci, et dans le plan de l'écran. La deuxième OA est également verticale et dans le plan de l'écran. Elles vont se rapprocher, comme ceci. J'imagine toujours que c'est celle de droite qui se déplace, mais en réalité, les deux peuvent se déplacer pour se rapprocher. Et elles vont nous donner donc une orbitale qui cette fois-ci est de nature différente, puisque vous voyez l'axe
les axes qui portent les orbitales ne sont pas des orbitales atomiques ne sont pas confondus, mais sont parallèles, eh bien on parlera cette fois-ci d'orbitales moléculaires de type pi, c'est la lettre pi majuscule, liantes. Et bien entendu, on aura de la même manière l'orbitale moléculaire de type pi antiliante, et encore une fois, il ne me semble pas que la forme des OM soit le plus important. Le plus important, c'est de comprendre que les sigmas se forment à partir d'un rapprochement de deux orbitales qui ont le même axe, et que les orbitales moléculaires de type pi se forment à partir de deux orbitales atomiques qui ont des axes parallèles. On va noter pour retenir tout ça que les OM formés, eh bien, on aura 2 SEA combinés linéairement avec 2 SB donnent sigma S et sigma étoile S. 2 PXEA combinés linéairement avec 2 PXB va nous donner PX et pi étoile X. 2 PYA combiné linéairement avec 2 PYB va nous donner pi Y et pi étoile Y, et 2 PZEA combiné linéairement avec 2 PZB nous donnera sigma Z et sigma étoile Z. Vous vous rappelez de la convention que je vous ai proposé d'accepter, à savoir que c'était les 2 PZ qu'on alignait, et donc les 2 PX et les 2 PY étaient au mieux parallèles, et on les plaçait de telle sorte qu'elles soient parallèles. Maintenant que l'on a ceci, quelles sont les orbitales moléculaires qui vont se remplir les premières? Eh bien, pour cela, il faut connaître le diagramme énergétique de ces diverses orbitales moléculaires. On va distinguer en réalité deux cas. Le premier cas, c'est pour les molécules qui ont plus de 14 électrons. À ce moment-là, le diagramme énergétique est donné ici. On a, je n'ai pas mentionné un SEA et un SEB puisqu'on a dit qu'elles ne participaient pas réellement à la formation d'OM. Mais on a 2 SEA et 2 SEB qui sont au même niveau d'énergie, qui vont nous donner sigma S et sigma étoile S. Et puis, on va avoir les 3 orbitales 2P, A, 2PXEA, 2PYA et 2PZEA, avec les 3 orbitales 2PB, même chose avec X, Y et Z. Eh bien, ce qu'il va se passer dès lors qu'on a plus de 14 électrons, c'est que on va combiner les 2 PZ, ça va être la sigma Z qui va avoir la plus basse énergie. Ensuite, eh bien, à égalité, on aura PX et PY. Encore au-dessus, on aura symétrique à PX, PY, pi étoile X et pi étoile Y. Et symétrique à sigma Z, on aura sigma étoile Z. Et donc, ici, ce qui va se produire, c'est qu'on va compter les électrons qui sont présents sur 2 SEA de PA d'une manière générale. Si on avait par exemple 6 électrons entre ici et ici, ça nous ferait donc 6 de ce côté, 6 de ce côté. On devrait en mettre 12. Eh bien, on en mettrait 2 ici pour commencer. 2 autres ici, ce qui nous en ferait 4. 2 autres ici, ça nous en ferait 6. 2 autres ici, ça nous en ferait 8. 2 autres ici, ça nous en ferait 10. Et les 2 dernières seraient l'une là et l'autre là, pour respecter la règle de Hund. En tous les cas, ce qu'on retient pour l'instant, c'est que l'ordre de remplissage, c'est donc sigma S étoile, sigma Z, pi x et pi y que je mets entre parenthèses pour indiquer qu'elles se remplissent en même temps, pi étoile x et pi étoile y également entre parenthèses pour les mêmes raisons, et sigma étoile Z. Ça, c'est lorsque la molécule comporte plus de 14 électrons. Alors, je vous ai pris l'exemple de 12 électrons entre 2s et 2p. 6 électrons ici entre 2s et 2p, 6 électrons ici entre 2s et 2p. Vous pourriez me dire 12, ça fait moins de 14, mais attention, il y a quand même les 2 électrons de 1 SEA et les 2 électrons de 1 SB à prendre en compte, et donc la molécule comporte bien les 12 électrons que je vous proposais de placer, mais également les 4 électrons qu'on a un petit peu, qu'on a négligé puisqu'ils n'interviennent pas là-dedans. Et donc, une molécule qui aurait 16 électrons, c'est-à-dire 8 électrons par atome, se retrouve bien dans le cas d'être à plus de 14 électrons, mais on doit placer là-dedans seulement 12 électrons. On a également le fait qu'on peut avoir jusqu'à 14 électrons. Alors si on a jusqu'à 14 électrons, cela revient à dire qu'on a les 2 et 2, 4 électrons, un SEA, un SB. On en a donc ensuite un maximum de 5 sur 2s de P
et 5 sur 2s2p. C'est le maximum que l'on peut avoir. On doit en avoir 5 ou moins. Eh bien, on a 2SEA, 2SB qui nous donnent toujours sigma S et sigma S étoile. Et cette fois-ci, eh bien, il y a une inversion, à savoir que quand on va combiner, quand on va obtenir πx et πy, eh bien, elles sont de plus basse énergie que sigma Z. Et donc, ici, prenons un exemple avec chaque atome qui possède 4 électrons, à placer entre 2SEA et 2PA, et de la même manière 2SB et 2PB, 4 électrons, ça nous en ferait donc 2 ici, donc 4 électrons pour chacun, ça nous en ferait 8, donc 2 ici, ça nous en ferait 4, 6 et 8. Et donc voilà comment se placeraient les électrons. Et ce que l'on va retenir, c'est donc l'ordre de remplissage sigma S étoile, égalité πx, πy, sigma Z. On va parler maintenant des molécules de type AB, mais des molécules dans lesquelles on a deux atomes différents, mais tous les deux appartiennent à la deuxième ligne. Dans ce cas-là, les orbitales atomiques équivalentes, par exemple la 2SA, ne sera pas au même niveau d'énergie que la 2SB. De même, la 2PXA, qui sera au même niveau d'énergie que la 2PXB, que la 2PYA et la 2PZA ne seront pas au même niveau énergétique que la 2PXB, 2PYB, 2PZB. On va montrer ceci sur un diagramme énergétique avec moins de 14 électrons parce que c'est plus simple à représenter, mais avec plus ce serait pareil. On a 2 SEA ici, 2 SB que j'ai placé arbitrairement plus bas, mais ça pourrait être plus haut, en tous les cas pas au même niveau. Sigma S et sigma S étoile, vous voyez que cette fois-ci c'est une symétrie un peu spéciale. Cette différence-là, c'est celle-là, et cette différence-là, c'est celle-là. Donc en fait, on a quelque chose de relativement symétrique, mais un peu déformé par rapport à ce qu'on avait vu avec deux atomes identiques. 2PA, XYZ, 2PB, on retrouve une différence énergie qui n'est pas forcément la même, mais qui est toujours dans le même sens. Donc, puisque j'ai mis 2 SEA au-dessus de 2 SB, je mets 2 PA au-dessus de 2 PB. Et à ce moment-là, j'ai donc quelque chose qui est comme ceci. Et l'ordre de remplissage, ça va de nouveau être le même. Sigma S étoile, πx, πy ensemble, sigma Z. C'est donc bien le même ordre de remplissage que pour la molécule avec deux atomes identiques. On va prendre maintenant le cas particulier de HF. HF, c'est une molécule où les deux atomes ne sont pas sur la même ligne. Eh bien, l'atome d'hydrogène, on va placer son unique orbital atomique 1s, et pour le fluor, que l'on va placer ici, eh bien on va commencer par un constat, c'est que l'orbital 1s du fluor est de beaucoup plus basse énergie que l'orbital 1s de l'hydrogène. On pourra voir cela pendant les exercices travaux dirigés. L'orbital 2s aussi, et en fait toutes les orbitales du fluor sont de plus basse énergie. J'ai directement placé les électrons, le fluor c'est 1s2, 2s2, 2p5, et vous voyez j'ai placé l'orbital 2pz avec un électron la plus proche de l'orbital 1s de l'hydrogène, de manière à pouvoir faire cette combinaison et cet arrangement énergétique. On a donc une sigma étoile. On est bien d'accord, on fait bien attention sur le fait que j'ai mis sigma et sigma étoile. On le verra, sur le diagramme, sur l'approche géométrique, ce que ça induit obligatoirement. Alors, bien sûr, sigma va récupérer les deux électrons qui sont là, donc ces deux électrons ne peuvent plus exister ne peuvent plus être là puisque les orbitales atomiques n'existent plus, et donc on voit que la formation de la liaison HEF, ça consiste à faire passer un électron de 2pz sur sigma et un électron de 1SH sur sigma. Les deux électrons voient leur énergie diminuer de façon significative, et donc la liaison s'explique par une baisse du niveau énergétique global. Ceci étant dit, on peut remarquer que toutes ces orbitales-là, ces orbitales atomiques, sont maintenant impliquées dans une molécule. Ça reste fondamentalement, elles n'ont pas changé, mais au lieu d'être dans une
dans un atome, elles viennent dans une molécule. Eh bien, comme elles ne participent en rien ni à la formation ni à la rupture de la liaison, on dit que ces orbitales atomiques intégrées dans la molécule sont des orbitales moléculaires non liantes, c'est-à-dire des orbitales qui ne participent en rien à la formation de la liaison, mais non plus ne s'opposent pas à la formation de la liaison. Ici, de nouveau, je vais reparler de la forme de l'orbitale moléculaire liante, mais ce qui va surtout être important, c'est le fait que je vais placer arbitrairement l'orbitale 2pz du fluor, celle qui participe à la formation de la liaison. Je vais placer un axe et ce que je vais retenir, c'est que l'orbitale 1s de l'atome d'hydrogène va obligatoirement venir se placer de manière à pouvoir faire une liaison sigma. Or, on sait qu'une liaison sigma s'établit entre deux orbitales atomiques qui ont un axe en commun. Donc l'orbitale 1s de l'atome d'hydrogène va devoir se placer sur cet axe-là. Et ainsi on formera bien une liaison de type sigma. Je n'ai mentionné que la forme de l'orbitale moléculaire liante parce que l'autre est à peu près sans intérêt. On va passer à la dernière partie de ce chapitre, c'est un rapide survol des propriétés des liaisons chimiques. On verra trois choses, l'énergie de liaison, la longueur de liaison, et on fera un petit rappel sur les moments dipolaires. L'énergie de liaison, ça a une définition thermodynamique extrêmement précise. Elle se mesure dans la molécule AB, dans la réaction, qui sera à température et pression constante. Molécule AB à l'état de gaz donne A à l'état de gaz plus B à l'état de gaz. C'est-à-dire que, en fait, l'énergie de la liaison, ce sera l'énergie nécessaire pour casser la liaison. Et cette énergie est toujours positive. Pour casser une liaison, il faut toujours fournir de l'énergie. Et ce que l'on dira, c'est que la liaison est d'autant plus solide que son énergie de liaison est plus grande. Plus il faut fournir d'énergie pour casser une liaison, et plus cette liaison est clairement solide. Eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que d'une manière tout à fait générale, l'énergie de la liaison augmente avec l'indice de liaison. Et pour illustrer cela, eh bien, j'ai pris un atome particulier, le carbone, qui peut en fait former avec un autre atome de carbone une, deux ou trois liaisons. Donc une liaison, la liaison simple carbone-carbone, indice 1, énergie en kilojoules par mol de 344. Les valeurs numériques ne sont pas particulièrement intéressantes à retenir. Si vous en avez besoin un jour d'examen, elles figureront sur votre sujet. Mais en revanche, c'est pour pouvoir comparer les choses que je vous mentionne cela. La double liaison, indice 2 forcément, eh bien c'est 615 kJ par mol. Vous voyez que la deuxième liaison est sensiblement moins énergétique que la première. En gros, il faudrait la deuxième liaison, si elle avait la même énergie que la première, ça ferait 688 kJ par mol. Là, c'est 615, c'est donc sensiblement moins. Et la troisième, elle, donc la triple liaison, indice 3, c'est 812. Vous voyez que là, on est sensiblement en dessous en termes d'énergie de liaison. Pour la dernière, la troisième, si on la regarde, elle fait un peu moins de 200 kJ par mol. Mais en tous les cas, on constate qu'une triple liaison est beaucoup plus énergétique qu'une double liaison, elle-même plus énergétique qu'une simple liaison. Ça n'est pas un facteur multiplicatif, on ne peut pas déterminer l'énergie de la triple liaison en multipliant l'énergie de la simple par 3. On ne peut pas non plus faire la même chose, faire ça pour la double liaison, qui n'est pas le double, mais on a une augmentation significative quand même de l'énergie quand on passe de la simple à la double et à la triple. De la même manière, on va parler des longueurs de liaison. Alors la longueur d'une liaison, globalement, on dit qu'elle est égale à la somme des rayons covalents des atomes liés. Vous vous souvenez, quand on a fait le tableau périodique, on a vu qu'on avait les rayons covalents des atomes, on déterminait les rayons covalents des atomes lorsqu'ils étaient liés en disant, eh bien, entre les deux atomes, la longueur de la liaison AB, c'est égal à rayon covalent de A plus rayon covalent de B. Eh bien, la liaison AB est d'autant plus longue que A et B sont plus gros. Ça, c'est la palissade, mais qui
doit quand même être précisé. Donc si on lie entre deux atomes très gros, par exemple, on va regarder dans le tableau périodique, on sait que le fluor qui est un halogène, qui est le fluor qui est 2s2 2p5, et dans la même colonne que le brome qui est 5s2 5p5, eh bien F2 va être plus petite, la molécule F2 sera plus petite que la molécule Br2, tout simplement parce que les atomes de fluor sont plus petits que les atomes de brome. Mais également, lorsqu'on a des atomes identiques, la liaison sera d'autant plus courte que l'indice liaison sera élevé. Et là aussi, j'ai repris les exemples du carbone, parce que le carbone est commode à ce niveau-là. On peut voir que la liaison carbone-carbone simple, la longueur est de 154 picomètres. Je tiens à vous préciser qu'un picomètre, c'est 10 puissance moins 12 mètres. La double liaison indice 2, vous voyez 135 picomètres, c'est sensiblement plus court, et la triple liaison, c'est 120 picomètres. On a donc une diminution significative de la longueur de la liaison quand l'indice de liaison augmente. Dernière partie, il s'agit de parler des moments dipolaires. On a déjà vu que lorsque deux atomes sont liés, s'ils ne sont pas identiques, l'un est plus électronégatif que l'autre, il attire davantage le doublet de liaison, et cela se traduit par l'existence d'un moment dipolaire de liaison. Eh bien, ces moments dipolaires sont des vecteurs orientés du moins vers le plus, et dont l'intensité, c'est delta E D, dans lequel D est la longueur de la liaison chimique. Pour une molécule qui comporte plus de deux atomes, on a donc plus d'une liaison, eh bien le moment dipolaire global de la molécule, que je vais noter μg, qui sera un vecteur bien sûr, c'est la somme vectorielle des μl. Et je vous ai pris un exemple tout à fait arbitraire. J'ai pris trois atomes, un atome central vert et deux autres atomes. J'ai considéré que le vert devait être plus électronégatif que le violet, donc j'ai orienté le moment dipolaire de cette liaison comme ceci. Pour l'autre, j'ai considéré pareil que c'était le vert le plus électronégatif, et donc j'ai orienté le moment dipolaire comme ceci. Et pour avoir le moment dipolaire global, eh bien j'amène ce vecteur ici et je trace donc la somme, et le rouge c'est donc le moment dipolaire global de la molécule. Ainsi donc, lorsque une molécule comporte plusieurs liaisons, pour avoir le moment dipolaire global, il va falloir faire une somme vectorielle. C'est quand même pas une opération affreusement compliquée.